et on arrive à solutionner assez facilement ce problème, sachant que ce problème, il est toujours lié à quelque chose d'autre. C'est pas, on n'a pas des acouphènes comme ça, avec une santé, un problème par exemple de stress, de fatigue, des problèmes intestinaux. C'est toujours lié à quelque chose et c'est pas une pathologie qui arrive toute seule comme ça. Alors on va voir ça. Donc les acouphènes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des perceptions de sons ou de sensations auditives qui ne sont pas causées par un bruit qui vient de l'extérieur. Ce son, ce son qui est perçu à l'intérieur de l'oreille, seules les personnes peuvent l'entendre, hein, les personnes de l'extérieur ne l'entendent pas, et ça peut se manifester sous forme de bourdonnement, de sifflement. Généralement, c'est un petit sifflement ou une sonnerie, un grincement, un chuchotement, un vrombissement, un gazouillis, un cliquetis aussi. Donc, il y a différentes formes d'expression des acouphènes. Généralement, chez tout le monde, c'est un sifflement. Donc, le bruit entendu survient soit brutalement à l'occasion d'un événement, donc à la suite d'un concert, des personnes qui s'exposent trop au niveau des enceintes, par exemple, ça peut déclencher des acouphènes aussi, et des épisodes de stress. Voilà. Donc, c'est un bruit qui peut venir aussi de façon progressive. Donc, ce bruit, il est constant ou intermittent, c'est-à-dire que il va arriver, il peut complètement disparaître ou baisser en intensité, puis remonter en intensité. Il peut être plus intense dans certaines circonstances, comme dans des cas de fatigue chronique, de stress chronique, des fois de changement de position de tête aussi. Donc, il peut être perçu sur une oreille ou des fois sur les deux oreilles. Voilà, donc c'est avoir des acouphènes de façon épisodique, notamment dans une atmosphère très silencieuse, n'a rien d'anormal. Je pense que tout le monde a eu à un moment donné des acouphènes. Donc ça ne dure pas. Moi, j'en ai eu, hein, et j'en ai de temps en temps. Mais voilà, c'est de façon tellement épisodique, peut-être une fois ou deux dans l'année. Ça dure 5-6 minutes, même pas quelques minutes. Et puis ça part et ça revient quasiment jamais. C'est toujours lié peut-être à un moment de fatigue. Donc c'est la répétition de la perception de ce bruit qui retentit sur la qualité de notre vie et qui incite les gens à consulter. Évidemment qu'une personne qui garde cette gêne en permanence, ça siffle tout le temps, c'est sûr que là, il faut consulter et ça devient, ça impacte la qualité de vie, évidemment. Donc, on va voir qu'il existe deux types d'acouphènes. Donc là, c'est un petit peu dans le médical. Donc, comme je sais qu'il y a un peu tout dans les participants, des gens qui sont du milieu médical et d'autres non, donc ça peut être un petit peu technique, mais c'est comme ça qu'on les détermine. Donc, on va voir les acouphènes objectifs. Ce sont des phénomènes assez rares, 5% des cas, et ça correspond à un bruit d'un organe situé à l'intérieur du corps, comme par exemple le bruit de la circulation sanguine d'un vaisseau du cou, de la tête. Donc une personne extérieure peut même entendre ce bruit-là. Donc leur cause doit être recherchée aussi, hein, parce que souvent c'est des problèmes un petit peu liés au cardiovasculaire, et donc il y a toujours des traitements possibles. On parle de traitements naturels, évidemment. Et puis les acouphènes subjectifs, c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc ça représente la majorité des cas, à 95%. Et puis ils sont associés des fois à une maladie de l'oreille. Donc ça, c'est la version officielle. Donc pour eux, c'est toujours associé à une maladie de l'oreille, ce qui est relativement faux. C'est très rare en fait. Et ils prennent la forme d'un bourdonnement d'oreille, d'un sifflement le trois quarts du temps. Et c'est ce bruit-là uniquement perçu par le patient, contrairement aux acouphènes objectifs qui peuvent être perçus par des personnes extérieures. Donc c'est un trouble qui concerne quand même un adulte sur 10, donc c'est assez fréquent. Ici, je vous mets un petit peu l'anatomie de l'oreille. On va passer, hein, on ne va pas détailler ce soir l'anatomie, on ne va pas faire de l'anatomie ce soir parce que c'est assez long, l'information est assez longue. Donc voilà, je vous laisserai regarder sur le PDF. Il y a une thèse aussi que j'ai joint au dossier PDF que vous allez avoir, où c'est un peu plus poussé l'analyse. Et il y a d'autres thérapies possibles en dehors de la nutrition et de la micronutrition. Alors, la physiopathologie des acouphènes, les acouphènes subjectifs est supposée être provoquée par une activité neuronale anormale dans le cortex auditif. Donc, on parle bien d'activité neuronale.
Cette activité neuronale anormale survient lorsque les afférents des voies auditives qui apportent les informations au cerveau et des voies descendantes efférentes qui permettent au cerveau d'avoir un effet sur l'oreille, c'est-à-dire d'exercer un rétrocontrôle. Donc on a la clocher, le nerf acoustique, le noyau du tronc cérébral, le cortex auditif. Donc ce sont ces voies-là, efférentes et afférentes, qui sont perturbées ou interrompues d'une manière ou d'une autre. Donc on va voir les causes. Donc les acouphènes subjectifs, comme on l'a vu, c'est la majorité des cas, ils sont associés pas très souvent à des maladies d'oreille, mais c'est comme ça que c'est interprété dans le milieu médical. Ça prend la forme d'un bourdonnement d'oreille, d'un sifflement, et on a vu que c'était uniquement perçu par la personne qui a des acouphènes. Donc ça touche en France 8 millions de personnes, ça fait quand même pas mal. Donc un acouphène objectif correspond à un bruit réel créé par un phénomène physiologique, hein. Donc ça on l'a vu, c'est les acouphènes qui touchent à peu près 5% dans les acouphènes. Donc ça survient près de l'oreille moyenne. Habituellement, le bruit provient de vaisseaux sanguins. Donc on entend son battement, ou on entend le flux du vaisseau sanguin. Voilà. Donc parfois, il peut y avoir aussi des spasmes musculaires ou des myoclonies des muscles. Donc ça, c'est les myoclonies, c'est des contractions qui sont brèves et assez comment dire, brèves et assez brusques. Exemple, le hockey. Tout le monde a eu un petit peu des périodes de hockey. Voilà, donc c'est ce qu'on nomme des myoclonies. Donc le hockey, c'est une myoclonie aussi. Donc ces spasmes musculaires ou ces myoclonies des muscles du voile du palais ou des muscles de l'oreille provoquent des sons secs de type clic. Voilà, donc ça, c'est les objectifs, hein. Les acouphènes objectifs sont très rares, comme je vous le disais. Ça correspond à un bruit situé à l'intérieur le bruit d'un organe à l'intérieur du corps. Alors, les causes des acouphènes, elles sont nombreuses. Dans la littérature médicale, on va trouver des traumatismes acoustiques répétés, donc des personnes qui écoutent la musique relativement forte ou qui ont toujours un casque sur les oreilles, les personnes qui sont fortement exposées au bruit, par exemple marteau-piqueur, perceuse, enfin c'est des gens qui font du BTP, du chantier. Il y en a d'autres aussi, tous ceux qui ont un casque sur les oreilles, avec un volume assez fort. Ça peut être lié aussi au vieillissement, hein, de l'audition. Hein, donc plus on vieillit, plus on va avoir une audition qui va être de mauvaise qualité. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le presbyacousie. Donc ce phénomène est fréquent associé à la présence d'acouphènes chez les personnes à partir de 50 ans, donc vieillissement de l'oreille. Donc c'est un petit peu prématuré. Moi je trouve qu'à 50 ans on n'est pas si vieux que ça. Moi j'en ai 54 et j'ai pas de problème auditif. Donc les acouphènes subjectifs peuvent être causés par une maladie, on l'a vu. Généralement, ce qu'on nomme maladie, c'est un bouchon d'oreille, de cérumen, un corps étranger qui peut être dans l'oreille aussi, des poussières en bouchon, et puis une baisse accompagnée de l'audition. Ça peut être des problèmes inflammatoires comme des otites aussi, voilà, qui se développent dans la cavité osseuse derrière le tympan en causant des douleurs. L'osteopongiose aussi, c'est une dégénérescence des osselets de l'oreille moyenne, entraînant une dysfonction de l'oreille responsable de surdité aussi. Donc, l'osteopongiose, elle peut être liée aussi à un manque de vitamine D, par exemple, une faible absorption du calcium. Donc ça va avoir un impact aussi sur la cavité osseuse du tympan, hein, des oreilles. Alors, il y a aussi une maladie qu'on appelle la maladie de Menière. Cette maladie est due à une augmentation de la pression dans le labyrinthe. C'est d'origine inconnue par la médecine allopathique, mais nous, dans la médecine naturelle, on pense qu'elle est due à de l'inflammation du système nerveux, souvent causée par une inflammation du tube digestif. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît, c'est plus un secret, le lien entre le système digestif et le système nerveux. Donc, quand il y a une inflammation au niveau du système digestif, c'est systématique, surtout si c'est une inflammation chronique, c'est systématique qu'il y a une inflammation au niveau du système
système nerveux. Donc, elle est à l'origine, cette maladie, de crise, de vertige. On peut recevoir des vertiges intenses et rotatoires qui durent d'une vingtaine de minutes à quelques heures. Ça peut être accompagné de crises de nausées, de vomissements, voilà, d'acouphènes et d'une perte d'acuité auditive. Donc ça, c'est pour la maladie de Meunière. Hein. Donc cette maladie, elle évolue vers des lésions chroniques du labyrinthe responsables de vertiges chroniques, de troubles de l'équilibre qui vont être permanents, d'une surdité progressive et d'une atteinte du nerf auditif ou de l'oreille interne. Donc on a certains médicaments, chimiothérapie, antibiotiques aussi qui peuvent accentuer, voire déclencher ce type de problème. Donc les acouphènes objectifs, ceux qu'on rencontre le plus souvent, ils sont... Non, c'est ceux qu'on rencontre le moins souvent, on revient dessus. Donc ils sont rares, on les a vus. Hein. Ils sont dus à des maladies vasculaires, comme une anomalie d'une artère, du cou de la tête, mauvaise circulation, hypertension artérielle, ou alors pulsatile, rythmée par des battements du cœur. Donc on peut entendre aussi son pouls dans l'oreille. Très rarement, on va retrouver des tumeurs. Voilà, donc il sera important de diagnostiquer ce problème. Mais généralement, on va avoir des problèmes cardiovasculaires avant, c'est-à-dire qu'on aura diagnostiqué des problèmes cardiovasculaires avant d'avoir des problèmes au niveau de l'audition et d'avoir des acouphènes par rapport à ce problème cardiovasculaire. Donc ici, je vous mets un tableau qui reprend un petit peu toutes les principes, les différentiels des symptômes de l'acouphène. On a les acouphènes pulsatiles, non pulsatiles. Donc je vous laisserai découvrir ce tableau, qui est assez long à décrypter, mais on va tout voir par la suite. Alors, on revient aux acouphènes subjectifs. Donc une cause qui n'est jamais observée dans la médecine allopathique, alors que dans la médecine naturelle, on observe souvent que les acouphènes ont un lien direct avec le système digestif. Donc les intestins, ça, vous le savez, sont directement liés à la glande pituitaire qui apparaît au même moment à l'état embryonnaire. Donc cette glande pituitaire, c'est la glande, c'est la reine des glandes en fait. Hein. Elle contrôle les surrénales et toutes les autres glandes. Donc la pituitaire, c'est le chef d'orchestre des autres glandes et que les autres glandes, on les appelle les glandes secondaires. Donc toutes les pathologies des intestins ont un impact direct sur cette pituitaire, donc un impact direct sur tout le système endocrinien. Donc le système endocrinien, vous connaissez ça, ça comprend toutes les glandes, la pinéale, la thyroïde, la parathyroïde, le thymus, les surrénales, les ovaires et les testicules. Alors dans le cas des acouphènes, il y a une liaison hormonale directe avec les glandes surrénales via le nerf auditif. L'intestin et le cerveau sont étroitement connectés. Le système nerveux central est en interaction permanente avec le tube digestif. Et cette connexion est bidirectionnelle, se fait avant tout par les voies nerveuses sympathiques, le nerf splanchique, et parasympathique par le nerf vague du système nerveux autonome. Petite révision un petit peu. Donc nous entendons avec notre cerveau et pas avec nos oreilles. Bien évidemment, nos oreilles capturent les sons qui sont acheminés vers le cerveau, qui les interprète. Ainsi, l'ouïe et particulièrement la compréhension orale résulte d'un processus non pas mécanique, mais cognitif. Donc c'est important de faire la différence parce que, justement, on parle du système nerveux. Donc, on a parlé d'inflammation du tube digestif. S'il y a une inflammation au niveau du tube digestif, il y aura automatiquement une inflammation au niveau du système nerveux. Donc, si on résume, une inflammation intestinale va engendrer une inflammation du système nerveux, qui elle-même va engendrer une dysfonction du système endocrinien, mais aussi une dysfonction du système endocrinien va engendrer des problèmes intestinaux. Et ça, on l'a vu sur la formation, le stress et ses conséquences avec l'action, par exemple, de manque de cortisol sur le système endocrinien. On a vu les déséquilibres que ça crée. Et puis, on a vu aussi au niveau de la formation sur la thyroïde, que ça avait un aspect très important sur tout le système digestif. Une hypothyroïdie avait un aspect sur le système digestif au niveau de la motilité du système digestif, donc estomac et puis péristaltisme intestinal. Et on a vu aussi que ça avait un aspect très important sur l'aspect sécrétoire.
Donc, les problèmes inflammatoires intestinaux vont être responsables d'une mauvaise assimilation des nutriments aussi. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, ça va créer des carences micronutritionnelles et évidemment une dysbiose digestive avec toutes les conséquences que l'on connaît derrière. Donc, affaiblissement du système immunitaire et puis aussi assimilation et, comment on pourrait expliquer, et puis activation, régulation de l'assimilation des vitamines et de certains minéraux. Donc, mais avant de voir le lien entre les carences micronutritionnelles et les acouphènes, on va faire un petit tour encore au niveau des glandes surrénales. Et ça, c'est toujours un paramètre qui n'est jamais observé dans la médecine classique. Pourtant, l'INSERM en parle. Il y a une petite étude de l'INSERM dessus où ils disent que la grosse erreur de la médecine d'aujourd'hui, c'est de jamais prendre en compte ces glandes surrénales. Pourtant, pour eux, elles n'existent pas et pourtant, elles sont bien là et elles ont un rôle qui est vachement important, surtout dans notre société. Elles sont hyper sollicitées puisqu'elles vont réguler toutes les formes de stress, qu'ils soient physiologiques ou psychologiques. Donc, pas besoin d'une longue explication pour ceux qui ont suivi les formations sur le stress et ses conséquences. Le lien est évident entre le stress, qu'il soit physiologique ou psychologique. Donc, le stress peut être à l'origine de l'apparition ou l'aggravation des symptômes des acouphènes. Il peut également être provoqué par la présence d'acouphènes. Donc, une personne qui a déjà un bon taux de stress et qui va déclencher des acouphènes, ça va rajouter une couche supplémentaire à son niveau de stress. Donc, ça peut être un véritable cercle vicieux. Donc, les bourdonnements d'oreilles et le stress s'entretiennent alors mutuellement. Il y aura un impact aussi sur le fonctionnement du système nerveux, un impact sur le système cardiovasculaire. Le stress peut provoquer des rétractations des vaisseaux sanguins situés dans la région de l'oreille, ce qu'on appelle des vasoconstrictions. Et cette réaction peut être à l'origine de l'apparition des sons gênants dans le conduit auditif, donc des acouphènes. Donc bien retenir que le stress va avoir un impact conséquent sur l'endothélium cardiovasculaire et va mener des vasoconstrictions. Donc sur le cortex auditif, selon les dernières recherches en la matière, les acouphènes pourraient être des bruits parasites créés par des cellules ciliées. Les cellules ciliées, ce sont des cellules sensorielles qui transforment la stimulation sonore en message nerveux électrique. Et chez une personne en état de stress, ce mauvais codage pourrait être mal filtré par le cortex auditif et provoquer l'apparition des sifflements et des bourdonnements d'oreilles. Donc, vous voyez que les glandes surrénales, encore une fois, on les retrouve. Donc, vous voyez que ce n'est pas très compliqué, en fait, les glandes surrénales. Et le stress, ça a énormément de conséquences. Aujourd'hui, si on pouvait limiter l'exposition ou travailler sur le fait de générer le moins de stress possible, d'anxiété possible, on aurait déjà résolu une grosse partie de certaines maladies. Donc, les études récentes prouvent que la majorité des personnes qui souffrent de bourdonnement d'oreilles chroniques présentent un niveau anormal de stress, plus ou moins élevé. Certains peuvent même souffrir d'une anxiété généralisée ou de dépression. Donc, on va retrouver souvent ce genre de choses. Moi, quand j'ai traité les acouphènes, le plus souvent, je retrouve des personnes qui ont de grosses responsabilités au boulot, donc beaucoup de stress, et c'est ce cas que je retrouve le plus souvent. Ou alors des personnes, évidemment, un petit peu, on ne peut pas appeler ça une dépression, mais un manque de dopamine, enfin, au niveau des neurotransmetteurs, il y a quelque chose qui s'y passe, parce qu'il y a une inflammation du tube digestif, il y a une fatigue surrénalienne importante, et tout ça, ça conduit à un déficit de neurotransmetteurs, sérotonine et dopamine. Donc, on a vu lors de la formation sur le stress et ses conséquences sur notre santé que le stress chronique va engendrer aussi une déminéralisation de l'organisme par la perte dans les urines de magnésium. Ça vous a rappelé bien, donc c'est vachement important de comprendre qu'il faut lier le stress chronique et la déminéralisation, ça va avec. Mais pas que, il y a aussi à un moment donné, à force de perdre du magnésium et une mauvaise assimilation des nutriments, plus précisément des minéraux, il va y avoir une acidification de l'organisme et souvent on va retrouver
par exemple, lors d'une prise de sang, on va retrouver des taux de potassium qui sont anormalement élevés, ou alors juste au-dessus de la norme. En fait, c'est pas que la personne consomme trop de fruits et de légumes ou des aliments riches en potassium, c'est que le corps va libérer ce potassium dans la circulation sanguine, donc le potassium intracellulaire va passer au niveau extracellulaire, justement pour essayer de maintenir un bon équilibre acido-basique au niveau extracellulaire. Donc, quand vous vérifiez une prise de sang et que vous n'êtes pas un gros consommateur de fruits et de légumes et que vous voyez un taux de potassium élevé, vous pouvez vous dire tout de suite déjà qu'il y a une acidose tissulaire importante et que l'organisme essaye de compenser par la libération du potassium au niveau extracellulaire. Donc un stress répété va engendrer différentes pathologies digestives aussi. On l'a vu, hein, donc manque de cortisol, c'est un impact direct sur la thyroïde qui, elle, va avoir un impact direct sur tout le système digestif. On l'a vu, aspect sécrétoire et aspect motilité aussi. Donc les conséquences des acouphènes sont très variables d'une personne à une autre. Hein. Il s'agit plus souvent d'une gêne temporelle et occasionnelle, comme moi ça m'arrive de temps en temps et ça arrive quasiment à tout le monde d'avoir un petit peu de temps en temps des acouphènes liés par la fatigue, un peu de stress, des choses comme ça. Mais le bruit perçu, mais ces bruits perçus, donc les acouphènes peuvent aussi incommoder en permanence la personne touchée, hein, en affectant sa qualité de vie. Évidemment que si les acouphènes sont permanents, là, ça va commencer à devenir extrêmement gênant et surtout le soir pour s'endormir, la personne va avoir des problèmes à ce niveau-là d'endormissement et peut même arriver à des insomnies. Voilà, ça va augmenter aussi la charge de stress parce qu'elle va se coucher avec ses acouphènes et se dire mon Dieu, je vais encore pas m'endormir, je vais encore mal dormir. Voilà, et puis ce qui va entraîner en cascade des difficultés de concentration, un peu plus d'anxiété et voire, si c'est sur du long terme, de la dépression. Donc en général, les acouphènes ont tendance à diminuer avec le temps. Donc si on laisse faire, mais quand c'est de façon épisodique, bien évidemment que ça diminue et ça s'arrête, ça diminue progressivement et ça s'arrête. Voilà. Ou alors les personnes vont, si c'est des acouphènes qui sont assez légers, la personne va finalement s'y habituer. Donc, selon la force des acouphènes et selon les personnes, la personne va plus ou moins s'adapter rapidement à ce phénomène-là. Voilà. Donc, il y en a que non, si l'acouphène est vraiment intense, fort, et puis s'il se manifeste par exemple le soir, ça va poser problème pour la qualité du sommeil, évidemment. Donc, on va retrouver dans le cas des acouphènes chroniques assez problématiques, des complications. Donc, la personne, si évidemment elle ne se repose pas comme il faut, elle dort mal ou elle stresse beaucoup, elle va être fatiguée. Donc, elle va rentrer dans une fatigue chronique. Stress, si elle ne l'est pas déjà beaucoup. Et puis, des problèmes de sommeil par la suite, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, un petit peu des sensations dépressives. On ne parle pas vraiment d'une dépression, mais plutôt un manque de dopamine, de sérotonine. Donc ça a un peu des symptômes similaires à la dépression, mais là, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas vraiment une dépression. De l'anxiété, l'irritabilité, évidemment, si on a du stress et de la fatigue. Ça peut aussi occasionner des maux de tête. Là, on est toujours dans l'inflammation au niveau du système nerveux, hein, qui peut être communiqué par une inflammation du tube digestif. Et des problèmes au travail, ça peut engendrer des problèmes au travail et puis dans la vie de famille aussi. Donc ça va rajouter des sources de stress supplémentaires et des complications. Alors, je vous ai mis une petite note importante, un système endocrinien qui est épuisé et qui fonctionne en mode ralenti ou alors en hyperactivité, comme on a vu sur la fatigue au niveau du stress et ses conséquences. On se rappelle qu'avant de passer en burn-out, on est en burn-in, donc on est en hyperactivité du système endocrinien, et puis après on passe à une hypoactivité. Donc ces deux phénomènes, l'hypoactivité ou l'hyperactivité, en fait, ne permet plus la fonction d'homéostasie, c'est-à-dire de retour à l'équilibre. Donc tout le système endocrinien est en dysfonction et tous les organes, évidemment, qui suivent la musique. Donc
généralement, on va avoir un impact direct sur l'élimination des déchets qui va mal se faire au niveau intestinal, mais aussi au niveau rénal. On va avoir donc une mauvaise élimination. Et donc, si on a une mauvaise élimination, on a aussi une mauvaise assimilation. C'est un principe de vase communicant. Et l'un ne marche pas sans l'autre. Donc, une personne qui assimile mal, élimine mal. Une personne qui élimine mal, assimile mal. Donc, ça, c'est vachement important de comprendre. C'est une petite note que j'ai mis en plus parce que c'est important de comprendre ce paramètre. Donc, voilà, c'est une spirale descendante qui est en marche et qui ne fait qu'empirer généralement. Hein, parce que si on n'assimile pas, on va avoir des carences de plus en plus importantes. Et donc de là, les fonctions physiologiques vont être fortement impactées et on va s'enfoncer petit à petit dans d'autres pathologies ou les pathologies qu'on a déjà qui vont prendre un peu plus qui vont être un peu plus importantes. Donc, un système endocrinien affaibli sans vitalité, ça va engendrer un épuisement du système nerveux, évidemment, un épuisement des ressources minérales, puisqu'on n'assimile plus correctement, un affaiblissement du patrimoine bactérien, puisque là, on va avoir aussi un impact sur le système digestif, donc les dysbioses peuvent s'installer à ce moment-là, et ça va se terminer, et généralement, on retrouve ça par une congestion globale de l'organisme, c'est-à-dire que l'organisme, à un moment donné, s'il n'arrive plus à assimiler correctement, il va y avoir ce qu'on appelle une congestion, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans la lymphe, le sang et les tissus, un taux de déchets anormal très important. Et par exemple, dans la lymphe, si c'est le cas, il va y avoir une lymphe qui va être beaucoup plus épaisse et qui va être beaucoup moins fluide, donc il va circuler, la circulation lymphatique va être largement ralentie. Donc de là aussi, c'est très important parce que ça va déclencher des inflammations. On sait que, par exemple, l'hyperperméabilité intestinale qui va occasionner le passage dans le sang de déchets va déclencher des inflammations et ça peut tourner à l'inflammation systémique, c'est-à-dire que c'est tout le corps qui peut être impacté par ces phénomènes inflammatoires. Donc ça peut être des organes, ça peut être le système ostéo-articulaire, voilà, c'est tout le corps. Donc bien penser à ça, c'est que dès qu'on a un système endocrinien qui est complètement épuisé, ben, tout l'organisme va rentrer en état de congestion, va ne plus éliminer correctement et ne plus assimiler correctement. Donc voilà, donc ce que je vous disais, c'est important de noter que le système immunitaire est aussi affaibli, par conséquence d'un affaiblissement du patrimoine bactérien, donc du microbiote digestif. Donc ça, c'est une petite note, mais c'est important de comprendre ces choses-là. Donc les acouphènes et carences alimentaires, donc là on va rentrer dans le cœur du sujet et c'est souvent lié à ça. Donc les carences alimentaires peuvent provenir d'un déficit en magnésium, on l'a vu, les conséquences du stress, donc on élimine par les urines notre magnésium, ou en potassium, on l'a vu là aussi dans le cas d'acidose tissulaire, par exemple liée au stress aussi, hein, les carences en zinc, en fer ou encore en vitamine D, en vitamine A, en vitamine C. Alors quel que soit le type de carence alimentaire, on peut indirectement engendrer des acouphènes. Donc on va voir pourquoi. Donc, cela s'explique par le rôle qu'elle joue au niveau des os, hein, par exemple vitamine D, du système nerveux ou encore de la circulation sanguine, donc vitamine C. Alors c'est la raison pour laquelle une carence alimentaire peut entraîner un déréglage de la mécanique auditive. Alors ça, c'est jamais expliqué dans les docs la médecine allopathique. Donc ce dysfonctionnement au niveau de la zone de l'audition peut lui-même engendrer la survenance d'acouphènes. Donc par des carences alimentaires de vitamines, de minéraux, ben, ça peut déclencher des acouphènes. Alors on va détailler un petit peu chaque élément. Donc ici on voit la carence en magnésium qui, on le sait, va augmenter notre nervosité, augmenter le taux de fatigue, augmenter certains troubles comme l'anxiété, un mauvais sommeil. Et puis aussi, ça va avoir un impact sur le cardiovasculaire, donc ça peut déclencher des palpitations ou des arythmies cardiaques,
des problèmes digestifs, des crampes, des douleurs musculaires, des spasmes, ainsi que des sensations de fourmillement. Donc ça peut être, on l'a vu tout à l'heure, les acouphènes peuvent être déclenchés par des spasmes musculaires, donc au niveau des oreilles. Donc on sait aujourd'hui que certains états émotionnels négatifs entraînent l'activation d'un réseau de Science. Le réseau de Science est une structure cérébrale qui détermine parmi la multitude de stimuli internes et externes, et ce au niveau de l'oreille. Donc ça va avoir un impact sur ce réseau qui est connecté directement à l'acouphène. Donc ce dernier sera renforcé en présence et en intensité par le manque de magnésium. On sait aussi que le magnésium est un vasorelaxant, ça on l'a vu au niveau musculaire, et il augmente aussi la quantité de NO. Alors ça, on va détailler tout à l'heure ce que c'est le NO. Alors les acouphènes et déficits en zinc, donc certaines études suggèrent qu'il est efficace dans le traitement des acouphènes. Donc ça, il y a eu quelques études avec des personnes qui étaient atteintes d'acouphènes. On leur a donné simplement du zinc et on a eu des améliorations sur l'audition, mais aussi sur les acouphènes. Donc il contribue, ce zinc, à de nombreuses fonctions, on l'a déjà vu sur plusieurs formations. Donc le métabolisme au niveau de l'oreille, par exemple, le zinc est soupçonné d'agir sur la perception des symptômes acouphéniques. Donc ça a été testé sur des études. Apparemment, on a de bons résultats. Et les acouphènes et déficits en potassium, le potassium, c'est un minéral essentiel. Il va jouer un rôle clé dans de nombreuses fonctions vitales. Et il veille au bon fonctionnement des impulsions nerveuses. Le potassium aurait une responsabilité aussi sur les acouphènes. Donc ce dernier est étroitement lié à la transmission nerveuse qui s'opère au niveau du circuit oreille-cerveau. Donc il s'avère que la carence en potassium influe sur plusieurs autres paramètres également liés à la perception des acouphènes. Citons par exemple la fatigue chronique ainsi que les contractures musculaires, laquelle peuvent induire des tensions au niveau de la mâchoire, des contraintes mécaniques dont on sait aujourd'hui qu'elles peuvent déclencher ainsi certains symptômes acouphéniques. On a aussi le fer, donc certaines carences en fer. Donc, les raisons pour lesquelles le déficit en fer est susceptible d'impacter l'audition est à chercher du côté de l'apport en oxygène. Donc, il se trouve que le manque de fer engendre une baisse de taux d'hémoglobine. Ça, les gens qui ont des anémies le savent très bien sur les prises de sang, on le vérifie. Donc, un taux d'hémoglobine présent dans les globules rouges. Et puis, de manière générale, les cellules qui sont endommagées par le manque d'oxygène, généralement, elles sont capables de se régénérer et de retrouver leur intégrité, généralement. Mais ce n'est pas le cas du tout pour les cellules de l'oreille, en particulier les cellules ciliées, lesquelles sont incapables de se réparer. Donc, une fois qu'il y a des dommages liés sur ces cellules ciliées, à un moment donné, on ne pourra plus récupérer une audition correcte, ou voire ça peut être, il peut y avoir des douleurs ou de l'inflammation, des choses comme ça. Alors voilà pourquoi l'anémie est dommageable sur le système auditif et pourquoi la carence en fer constitue un vrai risque en matière d'acouphènes. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments déjà qui sont répertoriés au niveau des acouphènes. Donc près de 4 personnes sur 5, là on parle de vitamine D, près de 4 personnes sur 5 au sein de la population occidentale présentent un déficit de vitamine D. Ce chiffre a été avancé par l'Académie de médecine française. Donc là, la vitamine D, elle joue un rôle indirect dans le bon fonctionnement du système auditif. Elle agit au niveau du métabolisme osseux. Donc elle permet à l'organisme d'absorber correctement le calcium, ça vous savez. Et donc la vitamine D va influencer la qualité de l'audition. Donc elle va agir sur les structures des parties osseuses de l'oreille interne, notamment les osselets. La vitamine D constitue un atout de choix quant à l'intégrité de la mécanique auditive. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Il est revenu quand? Longtemps après, donc il est parti un moment, quoi. Merci.
Voilà, donc très important, vitamine D. Donc on voit que, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déficitaires en vitamine D. Donc très important d'avoir une supplémentation. S'il y a quelques vitamines qu'il faudrait, quelques molécules qu'on pourrait prendre comme ça, ben, on peut parler des oméga 3, on peut parler de la vitamine D par exemple. Voilà, donc elle a une importance aussi sur l'aspect de la mécanique auditive et donc notamment un impact sur les acouphènes. Alors ici, on va voir la vitamine A. Elle joue un rôle dans la transmission de l'influx nerveux, notamment au niveau de l'oreille interne et des voies nerveuses qui remontent au cortex auditif. Donc la vitamine A semble essentielle au bon fonctionnement auditif. Donc le bêta-carotène, tout le monde connaît, c'est une variante de la vitamine A qui contribue à l'efficience des cellules réceptrices telles qu'elles sont présentes dans la rétine et dans la clochée, donc dans l'oreille interne. Donc on connaît les bienfaits de la vitamine A pour la vision, mais cette vitamine A est aussi importante pour le fonctionnement de l'audition, de l'oreille. Donc les études tendent à démontrer qu'environ 1 à 3 patients sur 4 atteints de bourdonnement d'oreille notent une amélioration variable de leurs symptômes acouphéniques suite à la supplémentation en vitamine A. Donc vous voyez qu'il y a encore il y a beaucoup d'éléments qui sont listés. Donc la vitamine C, cette fois-ci, comme on évoquait ci-dessous, il paraît aujourd'hui évident que certains acouphènes sont induits par une altération du débit sanguin. Donc tout à l'heure, on parlait de fatigue surrénalienne, bien évidemment que le débit sanguin est réduit. Hein. On avait noté comme les glandes surrénales un petit peu comme les batteries du corps. Donc une fois qu'elles sont affaiblies, on va avoir un débit sanguin qui va être moins fort, moins performant. C'est-à-dire qu'on va avoir des pulsations cardiaques qui seront les mêmes, hein, si le cœur bat à 70, il bat à 70, mais la pompe, la pression ne sera pas la même du tout. Donc, est-ce qui va généralement être touché par une fatigue surrénalienne? Dans les premiers temps, ça sera la partie ORL, donc la tête, les oreilles, la vision, l'audition, voilà, la partie respiratoire aussi, avec des sinusites, des choses comme ça. Donc, très important, cette vitamine C. Voilà, donc fatigue surrénalienne beaucoup, hein, alors qu'elle possède des activités antioxydantes, ça on l'a vu. Il y a d'autres vitamines C qui possèdent ces propriétés comme la vitamine E, la vitamine A, et ça permet de limiter le risque d'entrave circulatoire et de préserver une irrigation correcte au niveau de l'oreille interne. Donc, la vitamine C est très importante aussi. Ces vitamines, la vitamine A, C, E, contribuent à maintenir les artères en bon état de fonctionnement. Elles aident aussi à prévenir l'accumulation excessive de plaques athéromateuses, grandes responsables d'obstruction artérielle. Donc voilà, ici en dessous, je vous ai mis des petites études là, qui nous montrent que avec un manque de ces vitamines, on peut avoir un taux de cholestérol qui va être présent en grande quantité. Et puis de là, ça va créer des sortes d'AVC auriculaires et qui peuvent créer de différents dysfonctionnements auditifs plus ou moins graves. On peut avoir aussi des volumes sanguins trop importants qui vont entraîner des spasmes au niveau des artérioles, provoquer ainsi une entrave à l'alimentation de la clochée, une pièce maîtresse du système auditif et traitement lié au problème d'acouphènes. Alors ici, on va voir au niveau de la B12, donc c'est une vitamine, on la connaît pour la formation, qui contribue à la formation des globules rouges et au niveau de l'oreille interne, c'est pareil. Donc c'est par ce déficit de vitamine 12, ça constitue un facteur de risque sur le plan émotionnel, on le sait aussi, irritabilité, anxiété, détresse, déprime, colère, et qui peut induire ou déclencher une augmentation des symptômes acouphéniques. Alors, les vitamines du groupe B, il y en a plusieurs qui sont impliquées dans le... On a vu la B12 déjà. Là, on va parler de la B3 à la B9. Donc, la B3, c'est une vitamine aussi pour partie le rôle de favoriser une vasodilatation périphérique garante d'une bonne irrigation des vaisseaux sanguins. Donc, très importante dans la vasodilatation, la vitamine B3. Là encore, du fait de ses propriétés circulatoires, cette vitamine, la B3, semble jouer un rôle
dans les symptômes acouphéniques. Donc la B9 aussi, un déficit en folate pourrait entraîner des dommages au niveau du système auditif. Là, j'ai trouvé une étude hollandaise menée auprès d'un groupe de personnes âgées ainsi qui a démontré qu'une supplémentation en acide folique sur une période de 3 ans était de nature à ralentir la dégradation des capacités auditives. Donc on a vu que la B12 était impliquée, la B3 était impliquée, la B9 était impliquée. On a d'autres molécules aussi qui interviennent, comme la mélatonine. La mélatonine est sécrétée par la glande cérébrale appelée pinéale, on l'a vu tout à l'heure. Cette sécrétion intervient surtout durant la phase nocturne, ça vous savez. Il s'avère que le déficit en mélatonine va provoquer différents symptômes tels que des troubles du sommeil, fatigue chronique ainsi que de possibles tensions musculaires. Là aussi, il paraît que les effets provoqués par un défaut de mélatonine sont de nature à favoriser l'émergence ou l'aggravation ou la pérennisation des symptômes acouphéniques. Donc c'est important et on avait vu aussi que la mélatonine, c'était dans le sommeil, la formation sur le sommeil, on avait vu que la mélatonine, c'était pas l'hormone qui nous endormait, qui nous assommait, c'était la ventoline, mais la mélatonine, elle avait un rôle d'antioxydant au niveau du système nerveux. Donc évidemment qu'un défaut de sécrétion de mélatonine va augmenter le stress oxydatif au niveau du système nerveux, donc ça peut justement, ben voilà, c'est ce qui est dit, ça peut déclencher, voire aggraver ou conserver ce phénomène, ce symptôme d'acouphène. Voilà. Donc il y avait une étude qui avait été menée aussi par rapport au stress oxydatif. Donc ils avaient comparé la vitamine C, la vitamine E, le glutathion, la N-cystéine sur des problèmes acouphéniques et ils avaient testé, comparé avec de la mélatonine et ils avaient eu de bien meilleurs résultats avec la mélatonine qu'avec la vitamine C, la vitamine E, le glutathion, l'acétylcystéine. Ce qui n'est pas étonnant puisque la mélatonine, c'est un antioxydant du système nerveux. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de NO. Donc, qu'est-ce que c'est le NO? C'est ce qu'on appelle l'oxyde nitrique ou monoxyde d'azote. Donc, c'est une molécule qui est produite par l'endothélium. Donc, l'endothélium, c'est la couche interne des vaisseaux sanguins, mais également par le cerveau et les globules blancs. Donc, ce fameux oxyde nitrite, il agit comme un messager chimique entre 50 milliards de cellules qui composent notre corps. Nous, ce soir, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'effet vasodilatateur. Donc, il a d'autres vertus, comme les vertus inflammatoires, mais ce qui nous intéresse, nous, ce soir, c'est la vasodilatation des vaisseaux sanguins. Donc, cela signifie que l'oxyde nitrique participe activement à la bonne circulation du sang dans le corps et contribue donc à une préservation du système cardiovasculaire. Donc, il est sécrété par la paroi interne des vaisseaux sanguins. Cette molécule, elle joue un rôle clé dans l'irrigation et notamment dans celle de l'oreille interne. Or, nous savons aujourd'hui que certains acouphènes sont la conséquence d'un défaut d'approvisionnement sanguin par un manque d'oxyde nitrique. Donc ça, c'est aussi un paramètre qui est vachement important. Donc, en conclusion, nous pouvons conclure qu'en dehors des causes que nous avons citées pour les acouphènes subjectifs, comme les bouchons de cérumen ou un corps étranger dans l'oreille, souvent accompagnés d'une baisse de l'acuité auditive, une otite moyenne ou une inflammation de l'oreille, voilà, qui se développe dans une petite cavité osseuse derrière le tympan en causant des douleurs, l'ostéopongiose qui est une dégénérescence des osselets de l'oreille moyenne entraînant un dysfonctionnement de l'oreille responsable de surdité et puis aussi la maladie des Meunières. Il y a beaucoup plus de probabilité que l'origine des acouphènes vienne de carences nutritionnelles, de congestion de l'organisme, de périodes de stress chronique et de mon expérience sur le sujet, 100% des personnes qui m'ont consulté pour des acouphènes ont éliminé leurs problèmes par le rééquilibrage nutritionnel et la gestion du stress. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous, on fait de la micronutrition, la nutrition. Donc voilà, moi j'ai jamais rencontré de problème à traiter des acouphènes, mais c'est pas l'acouphène, c'est une conséquence de pas mal de causes. Donc c'est pas
quelque chose qui arrive tout seul comme ça par hasard. Donc, l'anamnèse pour déterminer les déséquilibres, donc pour traiter les acouphènes, il faut d'abord chercher l'origine de ce phénomène. Donc, on va évaluer chez la personne, on a beaucoup parlé du stress et ses conséquences, hein, donc ça à ne pas oublier, les conséquences du stress, déminéralisation, impact sur le système endocrinien, sur le système nerveux, sur le microbiote, donc très important de se rappeler tout ça. Donc, on va évaluer la charge de stress au niveau du travail, on va poser des questions à la personne sur son travail, sur sa vie de famille, enfin, ce qui pourrait être un facteur de stress. On va évaluer les carences nutritionnelles en questionnant la personne sur son type d'alimentation. Évidemment qu'une personne qui a une alimentation de type industriel, qui mange que des pâtes blanches, qui mange très peu de fruits, de légumes, très peu de légumineuses, qui est le plus souvent sur des produits extrêmement raffinés, très peu de fruits, de légumes, évidemment qu'elle a de multiples carences micronutritionnelles. Ça, c'est plus qu'une évidence. Et voire, elle a peut-être même un très mauvais équilibre acido-basique, donc une acidose tissulaire. Et de là, comme on a vu, on a une libération du potassium dans l'extracellulaire qui va essayer de maintenir un équilibre acido-basique. Donc, il va y avoir, dans le cas numéro 1, le stress, et puis le cas numéro 2, des carences micronutritionnelles, des fortes chances que cette personne, si elle a des acouphènes, ça soit lié à tous ces phénomènes. Donc évidemment qu'on peut traiter les acouphènes, mais il va falloir aussi traiter les causes. Donc c'est assez facile d'évaluer les carences simplement par un questionnaire d'hygiène de vie et des habitudes. Alors évidemment qu'on ne sait pas les déterminer précisément, comme une prise de sang par exemple, et les prises de sang ne sont pas toujours très justes, mais on sait déterminer quelles vitamines, quels minéraux. Là, on peut avoir une idée globale, et c'est déjà très bien d'avoir une idée globale, c'est pas la peine d'avoir quelque chose d'ultra précis, puisque nous, on va le faire avec la nutrition et quelques compléments alimentaires, mais surtout avec l'alimentation. Voilà. Donc, notre intervention et notre prise en charge au niveau de traitement des acouphènes, on va voir aussi s'il y a une inflammation au niveau du tube digestif, donc on travaillera sur l'inflammation du tube digestif, on va travailler sur le bon fonctionnement des organes éliminateurs pour éliminer s'il y a une congestion au niveau lymphatique, par exemple, au niveau sanguin aussi beaucoup, qui charrie beaucoup de déchets, donc il peut être la cause d'une inflammation systémique. Donc on va travailler sur le foie, sur les reins, sur la peau, sur les poumons, sur tous ces organes pour qu'il y ait une bonne fonctionnalité, pour que le corps élimine correctement. On va travailler sur le bon fonctionnement des glandes surrénales. Donc évidemment que si la personne a très peu de vitalité, complètement épuisée, elle élimine très peu. La thyroïde aussi. Et on va restaurer un bon métabolisme pour une meilleure circulation des fluides, parce que s'il y a une fatigue surrénalienne ou une hypothyroïdie, par exemple, évidemment que les fluides sont ralentis, donc congestion, mauvais apport d'oxygène, mauvais apport des nutriments, mauvais retour des déchets par les voies lymphatiques. Donc, tout ça, c'est vachement important d'avoir un métabolisme basal normal. On va travailler évidemment sur le comblement des carences nutritionnelles. Et puis, il y a une chose importante pour la synthèse du NO, c'est de respirer par le nez, parce que c'est une grosse partie de la synthèse du NO se fait par la respiration nasale, et on va retrouver des personnes qui vont avoir des congestions nasales, des sinusites, des rhinites, de l'asthme, enfin, tous les problèmes respiratoires, et les gens qui ne savent pas respirer par le nez vont avoir une synthèse de NO qui va être largement diminuée. Alors, là, je fais un bref passage sur la correction des inflammations du tube digestif. On l'a déjà vu, on a fait des formations dessus. Donc, traiter l'inflammation, on a des molécules qui sont spécifiques pour ça, la quercétine, les curcuminoïdes, la boswellia serrata, le resveratrol, les oméga 3. Évidemment que si on utilise des compléments, il faut aussi une modification du régime alimentaire, et pour ça, adopter un régime alimentaire anti-inflammatoire.
Donc ça peut simplement se résumer à supprimer le gluten, les produits laitiers, la viande rouge avec modération. Voilà, on n'est pas obligé de totalement l'évincer pour ceux qui en consomment un peu, mais vraiment limité. Par contre, le gluten et les produits laitiers, ça va être obligatoire et pas d'écart possible. Voilà, donc c'est pas une éviction à vie, mais c'est le temps de récupérer le tube digestif, de traiter l'inflammation. Et puis, comme on l'a vu dans l'inflammation et le stress oxydatif sur une formation, l'inflammation est toujours liée à un excès de stress oxydatif, un excès de phénomène oxydatif, pour être plus précis. Donc de là, on va pouvoir utiliser des antioxydants assez puissants comme la vitamine C. On a la vitamine E, le bêta-carotène, le zinc, le sélénium, les oméga 3. Certains polyphénols, les flavonoïdes, les tannins, les anthocyanes aussi, ont vraiment un impact sur la neutralisation de ce stress oxydatif. Voilà, donc la quercétine est super intéressante à ce niveau-là parce qu'elle va recycler le glutathion, elle va multiplier son taux, elle va éviter son oxydation. Donc c'est intéressant d'utiliser cette molécule, la quercétine. Voilà, la quercétine, on l'associera toujours dans le cas d'un stress oxydatif à de la vitamine C pour éviter que cette quercétine s'oxyde tout de suite après ingestion d'un complément, par exemple. On va l'associer à la vitamine C, ça évitera qu'il y ait une oxydation. Donc on a des molécules qui sont très intéressantes, et là on l'avait vu sur l'inflammation, l'hyperperméabilité, puis d'autres problèmes inflammatoires, l'inflammation et le stress chronique. On avait détaillé un peu plus précisément ces molécules. Donc là, je vous remets un petit peu quelques informations sur le phénomène, sur ce qu'elles vont limiter. Par exemple, l'inflammasone, la cascade des kinases, vous avez vu tout ça. Donc l'inflammasone et la cascade des kinases sont deux cascades biochimiques des processus inflammatoires. On a le resveratrol. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une molécule qui va travailler sur l'inflammasome et la cascade des kinases. Par exemple, là on voit le resveratrol qui est plus spécifique à l'inflammasome, les fucoïdanes aussi, la Boswellia serrata, le gingembre. On a les curcuminoïdes aussi. Voilà, donc c'est et puis d'autres plantes inflammatoires qu'on pourra utiliser. Donc il va falloir choisir des plantes associées, par exemple à la quercétine, aux curcuminoïdes, mais on va les adapter à la situation. Alors là, j'ai mis toute une liste, mais on va vraiment déterminer celle qu'il nous faut. Si on veut travailler plutôt sur le foie et les reins, on aura le romarin, l'orthosiphon, le chien-dent, le pissenlit par exemple. Si on est dans le cas d'une inflammation chronique du tube digestif, on aura plutôt la camomille allemande, la guimauve. Si on est dans une inflammation au niveau de l'estomac, on sera plutôt sur de la réglisse. Si on est sur une inflammation du tube digestif encore et on veut travailler sur l'aspect aussi métabolisme par la thyroïde, on va utiliser la ashwagandha. Voilà, si on est plutôt dans une candidose ou des problèmes fongiques, on utilisera plutôt la propolis. Voilà, et donc chaque plante aura sa spécificité. On va la choisir en fonction du déséquilibre à traiter. Donc on va travailler aussi pour traiter les acouphènes, on va travailler sur les émonctoires. Donc on va utiliser des plantes spécifiques du foie et des reins, comme le romarin, qui est une plante très facile et qui a quasiment pas de contre-indication. Voilà, sans oublier à joindre à ce fameux romarin, soit des fois du glutathion, la NAC et de la vitamine C liposomale. On l'avait vu lors de la formation de détox que une détox, ça ne se fait pas comme ça. Il ne suffit pas de boire la sève de bouleau ou de consommer du radis noir pour que le foie élimine correctement les déchets, des toxines et des toxiques. Il faut qu'il y ait certaines vitamines, certains minéraux, certains oligo-éléments sont essentiels pour la synthèse d'enzymes de détox. Donc, comme on parlait de glutathion, par exemple, de la SOD et de pas mal d'autres enzymes, si à un moment donné, il y a de grosses carences micronutritionnelles, vitamines, minéraux, oligo-éléments, il y a de fortes chances que vous allez vous réintoxiquer, c'est-à-dire que
oui, avec le radis noir, vous allez booster la phase 1, mais la phase 2, elle ne va pas suivre la musique, et de là, vous risquez une stagnation des déchets en phase 2, et de là, une intoxication, voire une comment on appelle, une destruction des cellules, des hépatocytes, et de là, vous pouvez développer des cancers du foie. Donc, il faut faire attention à certaines personnes qui proposent des détox, parce que vous pouvez faire des cancers du foie 4-5 ans après, et pas faire la relation avec la détox que vous avez fait, ou les détox que vous avez fait carabiner il y a quelques années auparavant. Donc, il peut y avoir des lésions irréversibles si, à un moment donné, la phase 2 n'est pas en accord, n'est pas équilibrée avec la phase 1. Donc ça, c'est vachement important de le comprendre, et arrêter de penser que le foie, c'est juste une éponge, il suffit de la presser, et puis elle se nettoie toute seule, et puis c'est reparti. Ça, c'est totalement faux. Donc, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et puis aujourd'hui, on est polyintoxiqué par les pesticides, par les hydrocarbures, par les métaux lourds, par tout ce que vous voulez, et on n'est plus dans les années 30. Donc, aujourd'hui, les détox ne se font pas simplement avec du pissenlit et du chardon-marie. Il faut être sûr de ne pas avoir de carence micronutritionnelle pour éliminer correctement. Sinon, vous prenez de gros risques de léser les cellules du foie, et de là, d'avoir des problèmes par la suite. Donc, vitalité, métabolisme, très important aussi. Donc, le métabolisme, on le sait, dépend d'une bonne fonctionnalité des glandes surrénales et de la thyroïde, principalement ces deux organes. Donc, il faudra s'assurer que la personne ne soit pas en hypothyroïdie, évidemment. Si c'est le cas, on va travailler dessus, on va restaurer la fonctionnalité de la thyroïde, c'est essentiel. Et puis, dans le cas d'une fatigue surrénalienne, il faudra restaurer la fonctionnalité des glandes surrénales, qui sont les batteries du corps. Donc, on l'a vu sur la formation sur le stress et ses conséquences sur notre santé. Comment restaurer les glandes surrénales? Là, ce soir, vite fait, je vous ai remis un petit mémo. On va utiliser des plantes adaptogènes comme la rhodiola, l'ashwagandha, le l'eutérocoque, l'astragale, par exemple, ou alors des plantes toniques comme le romarin, le ginseng, l'ortie. Et puis, on va associer à ces molécules naturelles, à ces plantes-là, du magnésium et de la vitamine C. Voilà. Et de là, on va travailler sur les plantes, la restauration des glandes surrénales. Moi, je vois beaucoup de personnes qui prennent qu'une plante adaptogène, soit de la rhodiola, soit de l'ashwagandha, et de là, alors c'est conseillé par un thérapeute ou un médecin qui fait un peu de la phytothérapie, parce qu'elles sont en fatigue chronique. Ça ne suffira pas. Donc, il faudra obligatoirement ajouter du magnésium, obligatoirement ajouter de la vitamine C, et puis pourquoi pas coupler deux plantes, et dans le cas d'un burn-out, pourquoi pas utiliser 3 plantes. Donc, on pourrait faire un rhodiola, ashwagandha, l'eutérocoque, par exemple, magnésium, vitamine C. Dans une fatigue moindre, rhodiola, ashwagandha, rhodiola, eutérocoque, enfin, il y a plusieurs choix possibles. Voilà. On peut utiliser aussi des plantes toniques, romarin, ginseng, ortie, sachant que le romarin, c'est un antioxydant du système nerveux, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis, parce que s'il y a des acouphènes, ça veut dire qu'il y a une inflammation au niveau du système nerveux. Donc peut-être que cette inflammation, elle est communiquée par les voies digestives, mais le romarin va être un anti-inflammatoire du système nerveux, en plus d'être tonique pour les glandes surrénales, et en plus d'être draineur et protecteur du foie. Donc c'est une plante qui est très intéressante aussi, là, pour traiter les acouphènes. Alors, pour faciliter la synthèse du héno, on l'a vu tout à l'heure que c'était très important, que c'était une molécule qui va être capitale au niveau de la vasodilatation des vaisseaux sanguins. Donc, lors de la respiration nasale, l'inhalation du NO provoque un déplacement global significatif du flux sanguin de la base du poumon, donc du bas du poumon vers l'apex. L'apex du poumon, c'est le haut du poumon. Donc, cela entraîne une distribution plus homogène du flux sanguin le long de la hauteur du poumon. Donc, le monoxyde d'azote pourrait jouer un rôle de nombreux événements biologiques, la régulation du flux sanguin, la pression artérielle et le tonus vasculaire. Donc, très important. Sans NO, les parois des vaisseaux sanguins deviendraient collantes et ne permettraient plus la fixation, et permettraient la fixation de dépôts graisseux, le cholestérol, on l'a vu tout à l'heure, est provoqué de mini
AVC au niveau de l'oreille. Donc, il agit comme un défenseur très efficace contre la constriction des vaisseaux sanguins. Et les acouphènes, c'est généralement un défaut d'apport de sang, une inflammation au niveau du système nerveux, très important. Donc, les autres sources de NO pour apporter un peu plus, pour qu'il y ait une synthèse un peu plus importante, donc par l'alimentation, on peut aussi. Donc, c'est une source assez importante. Donc, qui est grâce au cycle entérosalivaire. Donc, le nitrate ingéré par l'alimentation va être absorbé par les muqueuses intestinales et envoyé dans les glandes salivaires parotidiennes. Une grande quantité de nitrate concentré dans ces glandes va ensuite se retrouver dans la bouche. Grâce à un microbiote buccal sain, ce nitrate va d'abord être transformé en nitrite par les bactéries buccales, puis en NO grâce à l'acidité de l'estomac pour agir dans toute la sphère cardiovasculaire. Donc ça, c'est vachement important d'avoir un bon microbiote, ne pas avoir une dysbiose généralisée aussi au niveau buccal. Donc plusieurs conditions sont nécessaires pour que ce cycle entérosalivaire fonctionne. Évidemment, les aliments les plus riches en nitrate, ce sont les légumes verts, et de façon crue, donc il faut les manger crus. Donc les salades, il y a plein de légumes verts aussi, ça peut être la courgette avec la peau, par exemple. Voilà. Donc avoir un microbiote intestinal et salivaire sain, évidemment, ne pas avoir une dysbiose généralisée. Un estomac acide qui fonctionne normalement et qui sécrète normalement de l'acide chlorhydrique. On va éviter les bains de bouche antiseptiques, ça pour favoriser des dysbioses buccales, il n'y a pas mieux. On va éviter les antiacides, les IPP, on a vu qu'au niveau de la santé de l'estomac, ce n'était pas terrible non plus, puisque ça inhibe la sécrétion d'acide chlorhydrique. Et puis, on va avoir un régime alimentaire raisonnable en sel. Un excès de sel aussi va diminuer cette conversion de nitrite en nitrate et après en synthèse de NO. Donc, il y a une troisième source, donc l'alimentation. On a vu que la synthèse de NO se faisait par la respiration nasale. Donc, les personnes qui respirent par la bouche tout le temps, elles ont une faible synthèse de NO. Donc, ça veut dire qu'elles ont une faible capacité de vasodilatation au niveau de l'épithélium vasculaire. Épithélium vasculaire, ça comprend les veines, ça comprend les artères, les toutes petites veines, les veines et les artères. Donc, si vous respirez tout le temps par la bouche, parce que vous avez tout le temps le nez bouché, sinusite ou des congestions nasales, des sécrétions pulmonaires qui bouchent les voies nasales, parce que vous avez des rhinites, de l'asthme, enfin une insuffisance respiratoire et qui là vous demande de respirer par la bouche, vous allez avoir une très faible synthèse de NO. Si vous ne mangez pas d'aliments, de légumes verts crus, vous allez avoir aussi, si on réunit les deux, une très faible synthèse de NO. Et si vous n'avez pas d'activité sportive ou d'activité physique, un petit peu la marche, des choses tranquilles, c'est pas la peine de faire de la compétition ou d'avoir un rythme sportif de compétition, mais une petite activité physique, de la marche tous les jours, une demi-heure, de forcer un petit peu, de respirer profondément, de là, vous avez une faible synthèse de NO. Donc, dans le cas des acouphènes, on peut voir chez certaines personnes qui, pas assez de légumes verts, pas assez, la personne respire beaucoup par la bouche, très peu par le nez, et puis elle a une activité physique qui est extrêmement faible. Voilà. Donc, l'activité physique entraîne des changements positifs dans la production d'oxyde nitrique, une régulation positive du gène du NO, une augmentation du facteur de croissance de l'endothélial vasculaire et une augmentation du système de défense antioxydant. Donc, au niveau de la respiration, il faut vérifier aussi que le patient n'a pas de ce qu'on appelle le syndrome d'hyperventilation chronique. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est des personnes qui sont très stressées, qui respirent par la bouche, qui ont des respirations entrecoupées, qui ont des respirations qui sont trop profondes ou trop rapides. Ce sont des personnes qui vont avoir des allergies respiratoires, qui vont faire de l'apnée du sommeil, ou comme moi en ce moment, ça fait un petit moment que je parle, donc je respire
beaucoup par la bouche. Voilà, donc de là, j'ai une synthèse de NO qui est un peu diminuée. Donc voilà, donc c'est très important de ce paramètre aussi, l'oxyde nitrique est extrêmement important. On a vu les carences en vitamines, en minéraux, que ça pouvait engendrer, déclencher ou faire perdurer ce symptôme des acouphènes. On a vu qu'il y avait aussi le NO, on a vu qu'il y avait la mélatonine. Donc il y a pas mal de petites choses à voir pour traiter des acouphènes. Généralement, on va retrouver des carences de tout ça chez les personnes qui ont des acouphènes de façon chronique et de façon vraiment gênante. Donc la microcirculation et la phytothérapie, on a deux ingrédients qui sont le plus couramment utilisés et connus, c'est l'arginine, la citruline, mais on a aussi l'aloe vera qui encourage nos cellules, qui augmente la synthèse d'oxyde nitrique. Donc l'aloe vera intéressant. On a de nombreux aliments que nous connaissons qui contiennent cette fameuse L-arginine, c'est notamment les fruits à coque, les graines, la viande, l'avoine, le riz brun, le sarrasin, les légumineuses, les noix, la spiruline. Et puis on a vu le gel d'aloe vera aussi qui était intéressant. Donc tous les fruits à coque, voilà. Et puis là, en général, les céréales, les légumineuses. Donc on revient toujours sur les personnes qui ont une alimentation très industrielle, de pâtes, de pain, de céréales de blé raffinées et qui consomment très peu de céréales sans gluten, comme le sarrasin, comme le riz complet, comme les légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots. Voilà. Donc on va retrouver la citruline aussi dans certains fruits et légumes. La plus riche en citruline, c'est la pastèque. Donc la pastèque est très riche en citruline, le melon aussi, la citrouille, les courges aussi sont très riches en citruline, ou encore le concombre. Donc on arrive avec, voilà, vous voyez, on arrive à modifier, à améliorer la microcirculation par ces éléments-là, par exemple les concombres, les courges, les fruits, certains fruits et légumes, les légumineuses, et puis la respiration. Il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes à utiliser. Donc, tout à l'heure, voilà, les légumes verts, par exemple, sur la synthèse de NO. Donc, l'alimentation, elle va avoir un impact sur la microcirculation et un impact aussi sur la synthèse de NO. Donc, comme je vous disais, la plus riche en citruline, c'est la pastèque. Donc, son nom en latin, c'est Citrullus vulgaris, donc c'est pas pour rien. Donc, la molécule quercétine est également utilisée dans son action vasodilatatrice. Elle va améliorer la circulation sanguine. Elle a des propriétés antioxydantes aussi, qui sont très bénéfiques pour la clochée, la partie auditive de l'oreille interne. Des études montrent de meilleurs résultats contre une molécule chimique, la vepsétine. Voilà, donc on sait aujourd'hui que la quercétine, elle est intéressante aussi pour des problèmes d'acouphènes. Donc on pourrait l'utiliser comme un antioxydant, on pourrait l'utiliser comme un vasodilatateur, donc pour améliorer le flux sanguin, la circulation sanguine au niveau de l'oreille. Donc voilà. Et puis au niveau du stress, là j'ai mis cette plante-là parce que c'est intéressant aussi. La scolgia, elle peut contrer les phénomènes de stress liés aux acouphènes, va améliorer le sommeil. Donc c'est intéressant aussi. Alors on revient sur les plantes, le ginkgo biloba. Donc ça c'est une plante qui est assez connue dans le traitement des acouphènes. Hein. C'est la seule plante qui est vraiment répertoriée. Si on fait des recherches un peu sur le net, on va la trouver pour traiter les pathologies des acouphènes. Donc il n'y a pas que celle-là, mais le ginkgo biloba est très intéressante. Mais c'est une plante qui va fonctionner essentiellement lorsque le système auditif, les symptômes auditifs est causé par un dysfonctionnement circulatoire au niveau cérébral. Donc, et c'est quasiment tout le temps le cas, les acouphènes. C'est très rarement les maladies des meunières, c'est très rarement un bouchon, quelque chose qui serait dans l'oreille. Enfin, c'est très rarement tout ça, des otites et tout ça, c'est très rare. C'est beaucoup au niveau du dysfonctionnement circulatoire, au niveau cérébral. Et ça, beaucoup stress et carence micronutritionnelle. Et on a vu les éléments qui étaient impliqués dans la circulation sanguine et notamment au niveau de l'oreille.
Donc le ginkgo biloba sera très efficace dans ce cas-là. Il contient entre autres des propriétés aussi vasodilatatrices, c'est aussi un antioxydant. Donc grâce à cette meilleure circulation, à l'amélioration de la circulation sanguine au niveau du cerveau, de l'oreille interne, tout ça, ça sera mieux irrigué et évidemment, ça va mieux fonctionner. Donc, en traitant l'origine du trouble auditif, le ginkgo biloba permet un soulagement de ce type d'acouphène. Donc, les acouphènes corrélés à un traumatisme sonore peuvent également être apaisés par les vertus anti-inflammatoires du ginkgo biloba, parce qu'on sait que le bruit généré par les acouphènes va générer aussi beaucoup de stress oxydatif. Après, on a d'autres plantes spécifiques de la microcirculation, la noix de cyprès, les feuilles de noisetier, l'écorce de marandin, le fragon petit hou, la mamélis feuille. Voilà, donc pourquoi pas associer au ginkgo biloba ces plantes-là. Si on a d'autres problèmes circulatoires, on peut avoir par exemple des problèmes circulatoires au niveau des membres inférieurs, dans le cas des fatigues surrénaliennes aussi. Donc pourquoi pas utiliser ou coupler le ginkgo à une autre plante. Et puis le curcuma, notamment les curcuminoïdes, donc ça on connaît, donc le bioactif, la curcuminoïde, ça a des propriétés anti-inflammatoires, c'est une des substances, des molécules les plus puissantes au niveau des propriétés anti-inflammatoires naturelles. Donc une étude enquête sur les propriétés inflammatoires de l'extrait de curcuma a démontré que la curcumine inhibe significativement le gonflement de l'inflammation de l'oreille. Donc le curcuma peut aider dans la lutte contre l'inflammation, l'une des causes possibles par la neutralisation l'une des causes possibles de l'acouphène par neutralisation de l'inflammation. Donc il est démontré que l'exposition au bruit augmente la concentration des espèces réactives de l'oxygène, donc la formation des ROS, ces réactifs de l'oxygène, est significative dans les cellules et les dommages de la clochée et cilie interne. Donc les acouphènes où le bruit excessif va générer du stress oxydatif important au niveau de la partie de l'oreille interne. Donc les curcuminoïdes sont assez intéressants. Pourquoi pas associer curcuminoïdes quercétine par exemple. Voilà. Donc elle agit pour prévenir la peroxydation lipidique. Donc elle va limiter tous les phénomènes oxydatifs. Elle va réduire la production d'espèces réactives de l'oxygène, on l'a vu, là je viens de vous en parler, les ROS, qui peuvent être générés par des acouphènes, qui peuvent être générés par un excès de bruit, et puis elle va augmenter le taux d'enzymes oxydantes, notamment du glutathion. Donc le comblement des carences, on a vu que micronutritionnel, c'est ce qu'on va rechercher lors d'une pathologie, cette pathologie, les acouphènes. Donc on va rechercher le magnésium, potassium, manganèse, fer, zinc, les vitamines du groupe B, la B3, la B9, la B12, vitamine C, vitamine D, vitamine A, vitamine E. Donc, je vous ai mis des aliments qui vont être riches en ces vitamines-là. Voilà. Donc, la vitamine C, la vitamine E, on l'a vu tout à l'heure, c'est parce qu'elle possède des propriétés antioxydantes. Ce sont des vitamines aussi qui sont antioxydantes et qui permettent de limiter le risque d'entrave circulatoire et de préserver une irrigation correcte de l'oreille interne. Donc, ces vitamines-là, la vitamine A, C, E, contribuent à maintenir les artères en bon état de fonctionnement. Et ça, c'est vachement important. Donc, les acouphènes sont liés à beaucoup de congestion et une entrave de la circulation sanguine. Donc, ça peut être simplement un phénomène de fatigue surrénalienne, simplement ça. On ne parle pas de maladie cardiovasculaire ou maladie de l'endothélium, des veines et des artères. Alors, en pratique, les traitements des acouphènes, comment on fait? Évidemment que là, pour traiter, avant que la nutrition comble les carences, une personne qui a une mauvaise hygiène alimentaire, qui est beaucoup sur des produits raffinés, une alimentation assez industrielle, toute prête, avant qu'elle fasse comment dire, j'ai plus le mot en tête, avant qu'elle modifie ses habitudes alimentaires, il va se passer un certain temps parce que
on ne peut pas changer du jour au lendemain notre façon de s'alimenter, puisqu'on a un microbiote qui est pas fait pour. Donc, il va falloir y aller très progressivement. Et de là, on peut avoir des personnes aussi qui vont avoir une inflammation du tube digestif, donc très limitée en légumes, en crudités. Donc là aussi, ça va prendre un certain temps. Donc, avant que l'alimentation fasse son effet et que la transition alimentaire produise ses effets, ben on va utiliser des compléments alimentaires. Et pour reminéraliser un organisme, il y a une chose sur laquelle il faut vraiment penser, c'est le plasma marin, c'est l'eau de mer, l'eau de Quinton. Ça, c'est le meilleur reminéralisant possible. Après, on a d'autres possibilités comme certaines plantes, l'ortie, les jus de légumes, mais c'est quand même pas complet. C'est pas la même chose que l'eau de mer. Voilà. Donc l'eau de mer, pour moi, elle est indispensable dans le comblement des carences minérales. Elle est sans danger parce que comme c'est le copier-coller du plasma sanguin, ben, on ne va pas créer de déséquilibre parce que si vous utilisez des plantes ou d'autres principes pour vous reminéraliser, vous allez soit accentuer, soit créer un déséquilibre iono-minéral. Et ça, c'est pas bon du tout parce que votre corps va essayer de compenser à chaque fois ces excès, ben, soit de potassium, soit de certains minéraux, soit de certains oligo-éléments. Donc ça, c'est pas terrible. Et pour éviter d'avoir ce phénomène de compensation, ben, le plasma marin, vous avez une assurance de faire une super minéralisation. Alors évidemment qu'on va faire plusieurs cures de 1 mois ou plusieurs mois d'affilée, ça dépend du budget. Le plasma marin, on peut en consommer tous les jours pendant des années sans danger. Donc une cure, généralement, quand on est complètement déminéralisé, on commence très progressivement le temps d'habituer son organisme, de voir qu'il n'y a pas trop de réactions. Au niveau du foie, par exemple, il faut quand même pas avoir un foie à la ramasse pour utiliser le plasma marin sur des gros volumes. Avec des tout petits volumes, on n'a pas de risque. Donc, dans le cas où on a un foie très fatigué, on va commencer par de tout petits volumes, puis on va augmenter progressivement. Mais l'idéal, ça serait d'arriver à 20 centilitres, 30 centilitres, en isotonique évidemment, dispatché sur plusieurs fois dans la journée, par exemple un verre le matin de 15 centilitres et un verre le soir ou l'après-midi de 15 centilitres. Voilà comment faire une belle cure de plasma marin. 3 ampoules, comme c'est préconisé sur les boîtes d'ampoules, ça suffira largement pas. Et puis, il ne faut pas acheter des ampoules. Généralement, quand on fait des cures, il faut acheter des bouteilles en litres. Alors, pour l'apport en vitamines, certaines vitamines, moi, je les donne pas comme ça. La vitamine E, on la trouve largement dans les nutriments, dans l'alimentation, donc dans les produits gras. Donc, il y a très peu de risques avec les produits gras. Même si la personne ne consomme pas d'huile d'olive et qu'elle se met à consommer de l'huile d'olive, il n'y aura pas de rejet. Ce n'est pas comme les légumes, les fibres, où la personne, si elle a une inflammation du tube digestif, amener beaucoup de légumes d'un seul coup, ça risque de poser problème. Là, ça ne sera pas le cas avec la vitamine E. La vitamine A, c'est pareil, on peut la trouver facilement sous forme de bêta-carotène dans les aliments. Mais il y a d'autres vitamines qui seront là. Moi, je donne une supplémentation comme la vitamine D et la vitamine C. Vitamine C, pourquoi? Parce qu'elle est détruite à 60 degrés par la cuisson, par la chaleur. Donc, les gens qui mangent très peu cru et très peu de fruits, style kiwi, orange, poivron, enfin des aliments très riches en vitamine C, ben, il y a peu d'apport. Même s'ils en mangent et qu'ils sont dans une inflammation chronique, apporter 500 mg ou 1000 mg par jour, ça sera extrêmement difficile, voire impossible. Donc, dans ce cas-là, la vitamine C, je la donne en supplément. La vitamine D, c'est pareil. Donc, la vitamine C, ça sera le temps de travailler sur la problématique. Et puis, ça sera sur une durée à peu près de 3 mois, des fois peut-être un petit peu plus. Par contre, la vitamine D, pour des personnes qui travaillent en bureau, qui ne s'exposent jamais au soleil, ou si peu, quelques fois dans l'année, la vitamine D, elle peut se faire la prise sur l'année. Voilà. Et on va associer donc plasma marin pour reminéraliser ou une autre source de reminéralisant. Ça peut être des jus de légumes, ça peut être des orties. On peut alterner jus de légumes, plasma marin, ortie, prise de vitamine C, prise de vitamine D. On fera attention à l'alimentation d'apporter de la vitamine A ou la bêta-carotène et la vitamine E. Et puis, on va associer à tout ça
quelques plantes. Donc, le ginkgo biloba, en extrait sec, par exemple, associé à de la quercétine ou au curcuminoïde. Donc, ginkgo biloba, curcuminoïde, ginkgo biloba, quercétine, et en cure de 1 mois, renouvelable. Voilà. Donc, ça veut dire que on va utiliser le plasma marin ou quelque chose qui va permettre une reminéralisation correcte et à large spectre. On va utiliser des vitamines antioxydantes, régulatrices, vitamine D, vitamine C, vitamine E, vitamine A. Et puis, on va utiliser ginkgo biloba, quercétine ou ginkgo biloba, curcuminoïde. Et puis, sans oublier de favoriser la synthèse du héno par l'alimentation. Donc, on a vu que les légumes verts étaient très intéressants. Favoriser la respiration nasale, donc on s'impose de respirer par le nez, par exemple, quand on marche dans la rue, on ne respire pas par la bouche, on respire par le nez, on fait attention, on reste attentif de respirer par le nez. Il y a des techniques aussi, on peut tapoter autour du nez, autour des yeux pour accélérer un petit peu, favoriser une meilleure synthèse de héno. Et puis on peut utiliser en gel ou la plante comme ça, la consommer. Donc si vous consommez de l'aloe vera par exemple, il faut couper des petites tranches, bien enlever les côtés, séparer la peau du gel, faire tremper votre gel une nuit dans un verre d'eau pour enlever toute l'amertume. Et de là, vous pouvez consommer le gel qui sera plus du tout amer, ça sera neutre parce que consommer de l'aloe vera comme ça cru, c'est pas très bon. Voilà. Donc toutes ces choses-là vont permettre de traiter les acouphènes, la reminéralisation, le comblement des carences de vitamines, et puis des plantes vasodilatatrices et des plantes quercétine, ginkgo biloba, curcuminoïde, qui vont avoir un aspect antioxydant, anti-inflammatoire et vasodilatateur. Alors après, on va voir évidemment qu'il y a le traitement de fond. Donc la personne qui a des acouphènes, généralement, elle va témoigner d'autres problèmes de santé. Donc par exemple les problèmes du système digestif, l'inflammation du tube digestif, on le sait, c'est aussi une inflammation du système nerveux. L'inflammation du tube digestif va engendrer une déminéralisation. Le stress va engendrer une déminéralisation. Donc il y a déminéralisation de l'organisme. On va avoir par l'inflammation du tube digestif, la déminéralisation, un impact sur l'élimination et l'assimilation, on l'a vu, vase communicant, la santé du foie et des reins surveillée, éliminer, décongestionner l'organisme. Et puis, s'il y a beaucoup de stress aussi, travailler sur le stress chronique. Pour ça, on peut utiliser des plantes, on peut utiliser des techniques, la méditation, la respiration, le sport. Enfin, il y a beaucoup de choses qui seront intéressantes pour moins générer, moins d'exposition au stress. Voilà. Donc, il y a le symptôme, c'est les acouphènes, et puis il y a la cause, l'origine du symptôme. Ça peut être des problèmes digestifs, des problèmes de stress chronique, des problèmes de congestion, des problèmes de déminéralisation. Donc, tout ça à analyser. Parce que si on ne traite pas la cause, évidemment qu'il y aura de mauvais résultats et puis il y aura des récidives, ça c'est sûr et certain. Voilà. Vous avez des livres aussi qui traitent un petit peu tout ça, mais là on parle de maladies de Meunière, d'autres choses un peu plus complexes. J'ai des acouphènes causes émotionnelles, donc toujours pareil au niveau de stress, anxiété, problématique. Donc on sait les conséquences physiologiques du stress et de l'anxiété, perte minérale, et puis déminéralisation et mauvais équilibre acido-basique. Et puis un autre Stop à vos acouphènes avec toutes sortes de thérapies pour éliminer les acouphènes. On va parler de méditation, de respiration, de favoriser la synthèse de héno, par exemple, comment faire avec des techniques de massage, de respiration nasale. Voilà, donc il y a plusieurs choses, mais ce n'est pas essentiel. Voilà, je vais revenir avec vous. J'ai fini cet exposé sur le... Merci Jean-Claude. De rien.